Cancer ascendant Autruche, c'est l'histoire de Sam, une adolescente brillante, pleine de répartie, un peu mésadaptée aussi, qui traverse la pire épreuve de sa vie. Sa mère est atteinte d'un cancer très sérieux et ses émotions sont tellement grandes, tellement fortes qu'elle décide de les glisser sous le tapis pour essayer de la sauver. L'étincelle de départ vient de ma famille, de ma tante. C'est une histoire qui est proche de moi par défaut, donc ça m'a pris beaucoup de temps avant de trouver les bons mots, les bons personnages, la bonne façon de la raconter. J'ai mis 10 ans avant d'y arriver. Évidemment, c'est une fiction. Maintenant, tout a été inventé, mais c'est vraiment un thème qui s'est imposé à moi plutôt qu'un thème que j'ai choisi rationnellement. Mon personnage préféré, c'est assurément Sam. Je la trouve attachante, je la trouve vraie. Ses combats intérieurs me touchent beaucoup. Moi, c'est devenu avec le temps mon amie. J'ai envie de la défendre quand il y a des gens qui trouvent qu'elle est impolie ou qu'elle démontre pas bien ses émotions. J'ai envie de faire un gros câlin à cause de tout ce qu'elle traverse. Puis je trouve que c'est un personnage qui prend toute son ampleur en comparaison avec son petit frère Marcus, qui est son extrême opposé, autant que Sam est très cartésienne, c'est une nerd amateur de sciences qui connaît plein de faits insolites. Son petit frère est presque absurde tellement qu'il est naïf et créatif, un peu déluré. Donc cette chimie-là entre les deux personnages est super intéressante, c'est ce qui me plaît le plus dans le roman. Pour créer des personnages crédibles, je pense que le premier conseil, c'est d'être à l'écoute, d'observer autour de soi pour sortir un peu de notre voix à nous, de nos ressentis, mais vraiment porter une attention particulière à d'autres genres de personnalités, d'autres approches, d'autres types de propos, d'opinions aussi. Donc d'être vraiment en mode observation, ça nous permet après de retranscrire ce qu'on a observé dans des personnages qui sont plus crédibles. Et je pense que le deuxième conseil, c'est d'avoir des personnages qui sont imparfaits. Parce que des personnages qui sont lisses, sans aspérité, où tout va bien, ben c'est un peu plate et c'est absolument pas crédible. C'est pas comme ça dans la vie. Donc, de ne pas avoir peur d'avoir des personnages qui sont parfois maladroits, qui prennent des mauvaises décisions, qui sont peut-être pas très habiles à gérer leurs émotions, comme Sam, parfois peut-être un peu insolent aussi. Ça les rend beaucoup plus attachants, ça les rend plus humains, puis je pense que c'est ça qui fait qu'un personnage est crédible. En fait, je crois qu'une fois que les personnages sont bien établis, bien campés, qu'on apprend à les connaître en quelque sorte, les dialogues s'installent un peu plus naturellement. Je crois que c'est la partie que j'apprécie le plus dans l'écriture. C'est ce qui vient un peu plus facilement aussi. Les échanges entre les personnages, je trouve que c'est une belle façon de laisser des petits indices pour en apprendre un peu plus sur leur combat intérieur, leur personnalité, leurs espoirs. Ce que je trouve un peu plus difficile, c'est les descriptions de lieux, les trucs un peu plus techniques qui assurent une belle cohérence dans le récit. Je pense que ça vient du fait que comme lectrice, moi, je suis un peu moins patiente dans les longs descriptifs. Je me désintéresse assez rapidement, donc par défaut, c'est quelque chose qui me rejoint peut-être un peu moins, mais j'ai un bon truc pour y arriver. Il faut des images coup de poing. C'est une exagération, un parallèle un peu surprenant qu'on peut faire avec un lieu pour que tout de suite on comprenne en quelques mots de quoi on parle, de quoi ça a l'air, à quoi ressemble la scène, qu'est-ce que ressent le personnage. Par exemple, il faut croire que je me magasinais un petit traumatisme gratuit, comme quand on croise un raton laveur mal en point sur le bord de la route. On sait que la vision de cette créature accidentée nous entrave pendant des jours, mais on regarde quand même, plongé dans une espèce de transe. C'est un travail que j'ai appris à faire particulièrement dans l'écriture de Cancer ascendant Autruche, parce que dans la vie, comme dans plusieurs de mes autres livres, j'ai le réflexe de dédramatiser beaucoup avec l'humour. Donc pour chaque émotion forte, chaque moment de tension ou un peu plus tragique, je désamorce avec un trait sarcastique ou une ironie. Donc pour Cancer ascendant Autruche, il a vraiment fallu faire un travail de laisser l'émotion habiter l'espace, de ne pas avoir le réflexe de tout de suite la casser avec un trait d'humour. Donc ça, c'est une stratégie numéro 1.
La numéro 2, je pense que c'est d'avoir des moments de vulnérabilité chez les personnages où on ressent que leur armure tombe, qu'ils sont authentiques, qu'on comprend un peu plus leur motivation, leurs états d'âme. Donc, je pense que ça fait des bons moments d'émotion parce qu'on se reconnaît comme lecteur. On peut se voir aussi dans ce que vivent les personnages à ce moment-là. Tout, c'est la base. Pour moi, l'humour, je pense que c'est super important. Dans la vie, c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est toujours un mélange un peu des deux, de beau, de triste. Si on est simplement dans l'émotion, on risque de basculer dans du mélodramatique. C'est un peu trop intense, déprimant. Si on est trop factuel, au contraire, on s'attache pas au personnage, c'est un peu froid. Donc, je pense que l'humour, c'est un peu le ciment qui fait que tout ça colle ensemble, que toutes les émotions cohabitent bien, qu'on comprend bien, puis surtout, ça rend la lecture beaucoup plus agréable. Grande fan de l'ironie, du sarcasme, mes enfants me le reprochent d'ailleurs quotidiennement. Sinon, je suis beaucoup dans l'exagération aussi, des images très colorées, des comparaisons rigolotes, étonnantes, pour toujours garder le lecteur accroché, pour que ça reste dynamique aussi dans la lecture. Donc voilà, c'est mes procédés de prédilection. C'est souvent la dernière, le dernier morceau du casse-tête à se mettre en place, c'est le titre, parce que c'est là qu'on a l'ensemble, que tout a été bien ficelé, bien réfléchi, tous les fils sont bien rattachés. Donc, on sait c'est quoi qu'on veut mettre de l'avant. Puis c'est souvent le travail d'équipe aussi, de trouver un titre. C'est rare qu'on l'a toute seule chez nous du premier coup. Je pense que ça va avec la couverture aussi, avec l'illustration qu'on souhaite mettre de l'avant. Cancer ascendant Autruche, pour moi, ça veut tout dire. C'est juste assez intriguant pour avoir envie d'en savoir plus. Je trouve que c'est un titre qui appelle au mystère un peu. On ne comprend pas exactement de quoi il est question, surtout avec la belle autruche un peu saugrenue qui arrive à l'envers sur la couverture. Mais je pense qu'une fois qu'on a lu le livre, on comprend, puis c'est là que ça fait tout son sens. Du rêve, c'est tellement le plus beau lectorat. Les adolescents, ils ont une belle sensibilité, ils sont pas cyniques, ils ont une belle ouverture d'esprit aussi. Puis d'un autre côté, on sait à quoi s'en tenir avec les adolescents. Si on est plate, on le sait. Si on est dans le champ gauche, on le sait aussi. Donc c'est une belle authenticité. Moi, ça m'inspire beaucoup comme autrice. Et je trouve que les adolescents, c'est aussi les plus beaux personnages à créer. Si on veut être crédible, si on veut leur parler, il faut s'intéresser à des petits détails. Parfois, si dans un livre, un adolescent est sur Facebook, ça ne fonctionne pas, faites ça, pas y croire. Même chose si l'adolescent a le réflexe de prendre le téléphone pour appeler à la maison, ça ne fonctionne pas non plus. C'est des petits détails qui font en sorte que ça passe ou ça casse. Donc, je pense que c'est vraiment une question d'écoute, d'observation pour s'assurer qu'on ne parle pas à travers de notre chapeau. Conseil numéro 1. Il ne faut pas attendre l'inspiration divine. Moi, ça fait longtemps que je crois plus à ça, ça n'arrive pas. Ce que vous voyez dans les films avec les auteurs qui ont un élan d'inspiration qui leur permet de tout écrire de A à Z d'une traite pendant la nuit, ça n'arrive pas. C'est du travail acharné, ça avance parfois plus vite, parfois plus lentement, mais c'est vraiment plus une question de se mettre au travail que d'attendre l'inspiration. Conseil numéro 2. Choisissez des thèmes qui vous font vibrer, qui vous préoccupent, les questions que vous vous posez la nuit, ce qui vous allume, ce qui vient vous chercher. Je pense que c'est là qu'il faut creuser, c'est ce qu'il faut écrire. C'est pas de chercher le sujet de l'heure ou la tendance du moment. C'est vraiment de partir avec votre cœur, avec vos tripes. Puis c'est là que les histoires les plus intéressantes qui émergent. Et finalement, le dernier truc, c'est de ne pas avoir peur de la réécriture. Parce que même nous, les auteurs, c'est pas une seule version qu'on fait, mais on a un brouillon, on a un plan de travail, on fait plusieurs jets de retravail ensuite pour améliorer l'histoire, il y a plusieurs jets de correction. Donc, de ne pas avoir peur de faire relire, d'écouter les suggestions de vos lecteurs, de corriger, ça prend du temps, mais ça vaut vraiment la peine, puis c'est pour que l'histoire soit son meilleur au final. Je me sens bien. C'est l'écriture qui me permet le mieux de calmer le tourbillon d'idées que j'ai toujours dans ma tête. Moi, j'ai le cerveau qui est en surchauffe, qui suranalyse beaucoup, qui a toujours plein d'idées. Et quand j'écris,
je suis tellement concentrée sur mes personnages, sur l'histoire que j'essaie de raconter, que ça calme mon petit hamster intérieur, ça m'apaise. Donc c'est vraiment un moment de plaisir pour moi d'écrire, mais c'est aussi parce que ça me permet de faire du sens avec ce qui m'entoure, de raconter certaines histoires aussi qui sont à la fois porteuses d'espoir, positives. Ma routine d'écriture, le matin, je me lève avant le soleil, vers 5 heures du matin, tous les jours, week-end, en semaine, et je me prépare mon café, ma mousse de lait. Et l'étape la plus importante de ma routine d'écriture, c'est la sélection de la trame musicale. Si la playlist n'est pas la bonne, si c'est pas la bonne chanson pour le chapitre que je dois écrire, c'est sûr que ça mène à rien, ça n'avance pas. Donc la bonne sélection musicale, c'est la clé pour une écriture efficace. Susan Nielsen, que j'aime vraiment beaucoup de par la richesse de ses personnages. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup comme lectrice, d'avoir des personnalités pétillantes, parfois contradictoires aussi, puis comment ces personnages-là évoluent dans le temps. C'est toujours très, très enrichissant, ces univers qu'elle a créés. Deuxième, je dirais Élise Gravel pour l'univers créatif dans son ensemble qu'elle a créé, puis qu'elle a réussi à bonifier une œuvre à la fois, de toujours l'enrichir davantage. C'est formidable, je ne le réalise pas encore, c'est vraiment inattendu pour moi. Je pense que j'ai été sans mots au téléphone les premières minutes où je l'ai appris. Je suis vraiment très honorée d'avoir cette petite tape dans le dos là qui donne envie de continuer encore. L'univers a explosé le 14 mai à 16h34 minutes 42 secondes. Ne fouillez pas dans vos souvenirs. La nouvelle n'a pas fait les manchettes. Elle ne s'est même pas glissée dans vos réseaux sociaux entre un quiz bidon et une vidéo de chat. C'était une catastrophe sans météorite, sans tsunami, sans zombie qui envisage de vous dévorer les entrailles. Vous n'avez probablement pas ressenti la moindre onde de choc depuis votre salon. Je pourrais toutefois vous jurer que pendant une nanoseconde, c'est tout un univers qui a éclaté. Celui de Sam Tyler Dufort, 14 ans, adolescente sans histoire. Le mien.